Salut et bienvenue dans Conscious Woman Podcast. Je suis Marie-Gabrielle Amadieu, coach professionnelle et ex-bac plus 15 en je sais pas ce que je veux faire vraiment, je doute de mes capacités et je me mets la pression de ouf. Avec Conscious Woman Coaching, je vous invite à explorer comment se libérer de tout ce poids et réaliser tout notre potentiel dans nos business, nos jobs et nos vies. Et accessoirement, en faisant ça, à changer le monde. Bonjour à toutes, comment vous allez? J'espère que tout va bien pour vous. Cette semaine, je viens à vous avec un épisode qui s'appelle « Investir en soi ». Et pourquoi ce sujet? Parce que c'est la fin de l'année, que c'est le moment de penser à ce qu'on va s'offrir. C'est aussi le moment de commencer à penser tout doucement à l'année prochaine et à ce qu'on veut créer pour soi-même l'année prochaine. Et moi, je vais être très directe. Je voudrais que l'année prochaine, vous investissiez en vous, que vous vous fassiez accompagner. Alors vous allez vous dire, ouais, génial, l'épisode de podcast pour qu'elle nous fasse sa pub. Non, c'est pas le cas. Je m'en fous par qui vous vous faites coacher ou accompagner. Ça peut être par quelqu'un qui n'est pas un coach. Je pense à mes merveilleuses clientes, par exemple, qui sont thérapeutes en yoga et qui font de l'accompagnement individuel en yoga thérapeutique, ou qui sont naturopathes et qui font de l'accompagnement individuel en naturopathie. Peu importe, mais ce que j'aimerais, c'est que vous vous donniez la possibilité d'investir en vous l'année prochaine par rapport à l'objectif ou au désir que vous avez, d'oser investir en vous. Mais pourquoi est-ce que ça vaut le coup d'en faire un épisode? C'est parce que justement, ce n'est pas évident pour beaucoup de prendre cette décision d'investir de l'argent dans un accompagnement pour elle-même. Et donc, c'est pour tout un tas de raisons. Mais donc, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément encore très mainstream, qui n'est pas encore forcément tout à fait intégré dans notre culture, de se faire comme ça, d'avoir un coach, quoi. D'avoir un coach, encore une fois, entre guillemets, que ce soit un coach comme moi ou un thérapeute qui vous accompagne dans une démarche de développement personnel, peu importe, mais c'est pas encore tout à fait vraiment normalisé, même si clairement ça progresse dans ce sens-là, et honnêtement, je pense que c'est une très bonne chose. Et donc, je pense qu'il faut normaliser la décision et l'habitude d'investir de l'argent pour soi-même, pour se faire accompagner dans ce type de démarche. Et donc, c'est pour ça que je voulais faire cet épisode. Si il y a quelque chose que vous avez en tête, soit c'est une préoccupation, une problématique, une frustration, soit c'est un désir, une aspiration, et peut-être c'est les deux. Si vous avez déjà pensé à vous faire accompagner, que ce soit par un coach ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas à investir de l'argent pour vous faire accompagner par rapport à cette problématique. Je suis assez certaine qu'il y a au moins des parties de vous qui hésitent. Des parties de vous qui peut-être même disent carrément non. Les pensées qu'on a le plus souvent quand on imagine mettre de l'argent dans un coaching ou un accompagnement, c'est « ça va être trop cher » ou « je n'ai pas l'argent, je ne peux pas me le permettre ». C'est « j'ai peur que ça marche pas ». C'est je ne sais pas quel accompagnement, quel coach choisir. C'est je n'ai pas le temps ou je n'aurai pas assez le temps pour vraiment le faire bien. Et pour quelqu'un comme moi qui a acheté depuis très longtemps, qui a investi depuis très longtemps, tous les ans, tout le temps, dans à la fois des formations et du coaching pour moi-même, il y a aussi cette pensée qui revient à chaque décision, je vous garantis, donc ça part jamais. Mais on va en parler justement, le fait que les doutes ne sont qu'une partie du processus décisionnel et pas un problème en soi. C'est donc cette pensée de l'ordre de la culpabilité en fait, qui dit mais quand même, tu vas encore dépenser de l'argent pour toi, enfin pour un accompagnement, pour une formation. Et donc c'est pas forcément évident, mais pour autant je voudrais
voilà, normaliser justement à la fois le fait de se faire accompagner et à la fois tous ces doutes et ces peurs et vous proposer de les penser autrement pour dépasser un petit peu tous ces freins parce que je suis convaincue, et là je le revendique à 1000%, je suis convaincue, franchement, qu'idéalement tout le monde devrait avoir un coach. Alors évidemment un bon coach, nous sommes d'accord, quelqu'un qui vraiment va vous aider. Mais oui, je suis convaincue que franchement, tout le monde s'en porterait mieux. Et en tout cas, ça fait partie d'une vision, pour moi, qui est positive, d'oser normaliser ce fait de recourir à des gens, à des professionnels pour nous aider à progresser vers nos objectifs dans la vie. Voilà, que c'est pas un signe de faiblesse, que c'est pas un truc ridicule, que c'est pas du flan et du blabla, que c'est important et que ça nous permet vraiment d'avancer dans la vie. Alors, pour délabyrinther tout ça, j'ai pensé que j'allais vous raconter ma propre expérience avec les coachings que moi-même j'ai fait quand je me suis fait accompagner et ce qu'ils m'ont appris et comment ils se sont passés, y compris parce que ça m'est arrivé d'avoir une ou deux expériences qui ne m'ont pas apporté ce que j'espérais. Et pour autant, ça n'a pas été grave. Et pour autant, j'en ai quand même appris des choses. Et donc, je trouve que c'est peut-être utile de partager ces leçons-là pour que vous voyez qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'erreur qu'on puisse faire. Voilà. Et que donc, c'est dommage de se bloquer par crainte que ça ne marche pas. Donc, je vais vous raconter ma propre histoire avec le coaching, sachant que, comme je vous ai dit, j'en ai fait quand même un paquet. Et puis ensuite, on va délabyrinther ces fameuses peurs et pourquoi elles sont là, parce qu'il y a quand même une raison, et c'est compréhensible qu'on ait tout un tas d'hésitations et de doutes au moment d'investir. Donc, je voudrais les décortiquer avec vous. Et puis, après, de voir comment est-ce qu'on peut justement les aborder constructivement, ces peurs, au lieu de de les laisser nous interrompre, en fait, de notre intention, et avec le résultat de ne jamais, du coup, investir en soi, et tous les coûts, pour le coup, que ça a derrière. Ok, on est parti. Alors, mon expérience avec le coaching. Donc, je dois vous dire que depuis l'âge d'à peu près 25-26 ans, où j'ai fait mon premier coaching, j'ai quasiment toujours été accompagnée. D'accord ? Et j'en ai 40 aujourd'hui. Ce qui veut dire que, pour vous raconter ma première histoire de coach, la première fois que j'ai fait appel à un coach, j'avais 25-26 ans. Ça faisait 1 an que j'étais en CDI, dans mon premier job, dans une grosse boîte, etc. Donc j'avais coché toutes les cases, j'avais réussi mes études, j'avais trouvé le bon job dans ce que je voulais, je travaillais dans les ressources humaines, dans un environnement international, multiculturel, enfin voilà, c'était tout ce que je voulais. Et en fait, 1 an à peu près après avoir commencé ce boulot, j'ai eu une espèce de petite déprime. En fait, je savais même pas ce que c'était, mais je commençais à... En fait, c'était pendant les vacances d'été, le premier été après avoir commencé à bosser. Je commençais à pleurer, mais j'étais hyper triste en fait. J'étais triste et je pleurais, je savais pas pourquoi. Et j'étais extrêmement désemparée. Il faut savoir quand même que nous sommes, donc il y a très longtemps, nous sommes aux alentours, oui, de 2005-2006. Donc il n'y a pas de réseaux sociaux, ou oui, en tout cas moi j'y suis pas encore. Il n'y a pas du tout, il n'y a pas de réseaux sociaux. Donc de là, il y a tout un tas de choses qu'on ne discute même pas, et notamment le coaching n'est pas du tout répandu. Il n'existe que dans les entreprises. En tout cas, à ce que je sache. Et encore, moi, par exemple, dans l'entreprise où je suis, il n'y en a pas. Donc, voilà. Donc, je déprime. Donc, je vais voir un psy en me disant, ça va pas trop, je suis triste et tout, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai aucune raison logique, je ne sais pas pourquoi ça ne va pas. Je vais voir une psy qui, en quelques séances, me permet de comprendre, qui me dit, en gros, mademoiselle, ce qui vous arrive, c'est que vous avez coché toutes les cases de ce que vos parents et de ce que votre environnement, la société voulait que vous fassiez, vous avez tout réussi et maintenant vous n'avez plus de but. Vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez et donc vous vous rendez compte que finalement, une fois que vous avez réussi tout ça, vous avez un vide de sens, quoi. Donc je me dis ok, d'accord, mais par contre la psy elle pouvait pas m'aider tellement plus que ça.
à découvrir finalement quel était le sens que je pouvais donner maintenant à ma vie, qu'est-ce que je voulais faire si jamais c'était pas... En fait, j'arrivais pas à me projeter dans une longue carrière en entreprise. J'ai assez vite vu que ça ne me motivait pas de devenir mon chef et de devenir le chef de mon chef. Enfin voilà, donc j'étais vraiment coincée à ce niveau-là. Et heureusement, ma chance, c'est que donc à ce moment-là, moi, encore une fois, j'avais jamais... je ne savais pas quoi faire, quoi. Et ma chance, c'est que mes parents, en fait, eux, étaient dans la consultance aux entreprises. Ils étaient des anciens RH. Et ma mère a fait partie des premières personnes, je pense, en France, qui s'étaient formées à la PNL. Donc, mes parents étaient quand même un peu déjà branchés développement des carrières, en tout cas développement de soi. Et donc, c'est eux qui m'ont dit, mais tu sais, peut-être que tu devrais faire un coaching. Et j'étais là, oui, mais tu connais, toi, des coachs, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est, je ne vois pas où trouver un coach. Donc, imaginez-vous comme les choses ont changé en 15 ans, quoi. C'est un truc de dingue quand j'y repense. Et donc, ma chance ici, ça a été que mes parents avaient accès quelque part à ça, et donc ils ont regardé dans leur réseau, dans leurs connaissances, et ils m'ont mis en contact avec une femme super sympa qui était coach en entreprise. Et donc, je l'ai contactée pour savoir si, quelque part, à titre exceptionnel, elle pourrait me coacher, mais en dehors de l'entreprise. Donc, encore une fois, ça n'existait pas à l'époque. Mais même, elle n'avait pas de clients. Ça n'existait pas d'avoir des clients en privé. Enfin, en tout cas, encore une fois, pas que je sache. Et donc, je lui demande si elle peut m'accompagner en dehors de ce qu'elle fait pour les entreprises. Et donc, elle était super chouette et ça lui disait bien de faire ce type d'accompagnement sur, en fait, découvrir qui je suis et ce que je veux, quoi. Et donc, je décide de faire un coaching avec elle. Alors, tenez-vous bien, encore une fois, voyage dans le temps. À l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas tous ces trucs-là. Je sais, il y avait peut-être déjà Skype, mais on n'avait même pas l'idée de faire un coaching par Skype. C'était quelque chose, mais qui n'existait juste pas. Il fallait se voir. Or, ma coach était à Toulouse et moi, j'étais à Bruxelles. Donc, imaginez qu'en fait, je pense que ça a dû durer 6 mois. Pendant 6 mois, une fois par mois, je prenais un EasyJet et j'allais à Toulouse, chez elle, pendant le week-end, donc, parce que moi, je bossais la semaine, elle aussi. Et donc, elle se débrouillait, elle s'arrangeait avec sa famille et elle m'accordait une demi-journée. Et on bossait pendant une demi-journée sur mon cas, entre guillemets, donc elle me coachait. Après, je rentrais chez moi pendant 1 mois avec des suggestions de choses à faire, de lecture, machin. Et puis, on se revoyait 1 mois après. Imaginez-vous. Donc ça, c'était mon premier. Donc autant vous dire aussi que niveau budget, on était directement dans plusieurs milliers d'euros. Eh ben oui, parce que c'était une coach, d'abord c'était une coach expérimentée. Elle devait avoir une 40aine d'années quand elle m'a accompagnée. Et puis elle travaillait en entreprise, et puis etc. Donc il n'y avait pas de prix entre guillemets bas quoi pour le coaching. Mais j'étais déterminée, si vous voulez, j'étais tellement dans une impasse et je savais tellement que je pouvais pas rester comme ça en fait, à ne pas avoir de sens et de motivation, etc. Je voulais vraiment avancer, donc j'ai investi. Donc je fais mon premier coaching et en fait cet investissement-là, donc pour lier avec cette notion d'investissement, cet investissement-là, il est à l'origine, mais de tout ce que j'ai fait depuis. Donc je ne peux même pas imaginer ce qu'aurait été en fait ma vie si j'avais pas fait ce choix osé d'investir à ce moment-là avec cette coach, quoi. Parce que donc c'était très chouette. Elle m'a fait faire tout un tas, si vous voulez, à travers des discussions, des exercices et tout, de choses pour découvrir un petit peu ma personnalité, qu'est-ce que j'aimais pas, qu'est-ce qui m'intéressait. Et elle m'a appris à commencer à me relier à moi-même, à creuser un peu dans mon intuition, de voir quel sujet m'intéressait, et qu'est-ce que j'avais envie de faire. Et donc j'ai commencé à expérimenter. Donc je me souviens par exemple aller un jour dans une librairie et acheter mon premier bouquin de Deepak Chopra, dont je n'avais jamais entendu parler, un bouquin qui s'appelait Santé parfaite et dont le titre m'avait interpellée parce que je m'étais rendu compte que oui, c'est vrai que moi j'adore les massages et tout
ce qui est énergétique et tout. Je trouve ça assez fascinant et j'avais envie d'en savoir plus. J'ai acheté ce bouquin et de fil en aiguille, quelques années plus tard, je me suis mise à une formation de prof de yoga, quoi. Enfin voilà. Donc j'ai fait ça, je me suis inscrite, je me rappelle, je m'étais inscrite à un cours de théâtre parce que je me dis ah ouais tiens en fait ça me ferait délirer de faire ça. Voilà, donc en fait j'avais commencé pour la première fois à explorer des choses que j'avais vraiment envie de faire, qui sortaient du parcours scolaire, qui sortaient de ce sur quoi j'avais focalisé jusque-là, quoi, qui était uniquement la réussite scolaire. Donc au bout de quelques mois de cet accompagnement avec elle, j'avais pas changé de boîte, j'avais pas un plan de carrière alternative tout dessiné. Mais je commençais donc à quelque part développer mes propres intérêts en dehors du boulot. J'avais l'impression de retrouver un certain goût à la vie. J'avais l'impression en fait de trouver un nouveau goût à la vie qui était autre chose que de juste réussir à l'école et puis bosser, quoi. Et donc même si mon boulot me donnait pas forcément beaucoup d'épanouissement sur le moment, je trouvais déjà du sens à côté, quoi. Donc j'ai appris à explorer, à suivre mes idées, à leur donner forme, et de fil en aiguille, ça s'est traduit au niveau professionnel, c'est-à-dire que j'ai eu une espèce de prise de conscience écologique à travers à force de suivre mes intérêts, mes questionnements, de lire des nouvelles choses. Ma coach m'avait recommandé des bouquins aussi, donc j'ai commencé à lire des trucs sur le bouddhisme, sur la spiritualité, enfin tout un tas de trucs. Ma coach était géniale, faut le dire. Et en tout cas, on était vraiment sur la même longueur d'onde. Et donc, bref, je me suis dit, je voudrais bosser sur quelque chose qui a plus d'impact au niveau du changement environnemental et sociétal. Donc, je me suis bougée en interne pour participer à des projets de responsabilité sociale de l'entreprise, des choses comme ça. J'ai fait différentes demandes pour travailler sur des projets qui m'intéressaient plus, qui m'ont été parfois accordés, parfois pas, mais voilà, j'ai commencé à pouvoir aussi concrétiser au niveau professionnel des choses qui me motivaient plus. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je pouvais pas vraiment faire ce qui m'intéressait au sein de cette boîte-là, c'est-à-dire vraiment développer les talents, développer le potentiel des gens, et avec un lien aussi avec cette notion de transition environnementale, sociétale et tout ça. Et donc, je me suis mise à mon compte. J'ai pris la décision de me mettre à mon compte. Et ça devait être à peu près 2 ans après mon premier coaching, vous voyez. Donc, c'était vraiment ce premier coaching à commencer à dérouler la pelote de laine que je n'ai jamais cessé de dérouler jusqu'à présent. Et donc, après ça, je me suis inscrite en école de coaching, puisque je me suis mise à mon compte et tout naturellement, je me suis dit, c'est clair que je veux accompagner les gens à trouver ce qu'ils veulent, à trouver ce qui fait sens pour eux et à développer leur carrière dans ce sens-là et tout. Donc, il faut que je me forme au coaching. De là, j'ai assez facilement trouvé une formation qui me bottait. Je suis partie au Canada faire une école de coaching. Et là, j'ai commencé donc mon deuxième coaching. Avec ma deuxième coach, j'ai quand même arrêté de fumer. Donc quand même pas mal, sachant que moi j'ai fumé mais vachement pendant, je pense, une 15aine d'années. Et donc là j'avais à peu près 30 ans, j'en avais marre et je voulais arrêter avec ma deuxième coach, donc j'ai focalisé là-dessus, entre autres. Après on a fait d'autres choses aussi, pendant tout le temps où elle m'accompagnait pendant ma formation, mais j'ai quand même arrêté de fumer. Et puis j'ai développé de là tout un nouveau rapport en fait à moi-même, à mon corps, à ma santé, etc. Et j'ai commencé à aller par hasard, entre guillemets, à un stage de yoga à Bruxelles. De là, gros coup de foudre pour le yoga, alors que jusqu'à présent ça m'avait jamais plu. De là, je discute avec le prof parce que je m'intéresse vraiment à mais qu'est-ce qui fait cet effet-là qu'on se sent tellement bien après une séance et après 5-6 jours de yoga. De là, le prof, voyant que je m'intéresse, me dit mais inscris-toi à une formation de prof de yoga. Et moi, je lui dis mais ça va pas, j'ai fait 6 jours de yoga, pourquoi? Et il me dit mais pourquoi pas? Et je me dis oui tiens en fait pourquoi pas? Pas pour être prof, mais pour approfondir ce sujet qui me passionne. Et paf, me voilà inscrite en formation de yoga. Donc encore une fois, ça ne serait jamais arrivé si j'avais pas continué, si j'avais pas eu ce premier coaching et puis ce deuxième qui a continué de développer mon rapport avec moi-même quelque part, et le fait à la fois de suivre mes intérêts et mes passions, et à la fois aussi de me respecter et de développer un nouveau rapport à ma santé, etc.
Donc voilà, donc deuxième coaching, franchement génial. Avec ma troisième coach, là c'était un peu plus tard, et donc j'étais toujours dans mon activité, je donnais des formations en entreprise, du coaching en entreprise. Et avec ma troisième coach, là, j'ai appris à passer à un niveau supérieur en termes de gagner de l'argent et développer mon activité. Donc là, j'étais arrivée, je me rappelle, au moment où j'ai appelé ma troisième coach, franchement, j'étais sur mes derniers deniers en termes de trésorerie. En fait, j'avais eu toute une période où j'avais eu plein de formations en tant que freelance et tout ça, donc j'avais beaucoup produit, j'avais beaucoup travaillé. Et comme le savent toutes les personnes qui sont à leur compte, le gros danger quand on a ce genre de business model-là, c'est que quand on est occupé à produire, on peut délaisser la vente et le côté commercial. Et donc, je me suis retrouvée où d'abord, j'étais crevée parce que j'avais beaucoup bossé pendant plusieurs mois et puis j'avais plus rien dans le pipe. Donc, je savais pas comment j'allais faire rentrer de l'argent dans les prochains mois et l'année qui suivait. Et donc là, je me suis dit, ok, c'est surtout que je me sentais vraiment bloquée, je me sentais, voilà, j'étais bloquée, je me sentais pas capable de repartir en fait dans quelque chose de vertueux. Et je me suis dit, là, Marie-Gabrielle, il faut que tu te prennes une coach. Et donc là, j'ai été chercher une des coachs qui pour moi était la meilleure que j'avais dans mon viseur à ce moment-là, quoi. Et donc là, elle m'a coachée. Et alors cette année-là, laissez tomber, quoi. L'investissement du coaching, il a été rentabilisé largement parce que du coup, elle m'a vraiment coachée à sortir de ma coquille et à y aller en fait à Donf. Et donc j'y suis allée à Donf cette année-là. J'ai bossé comme jamais. Bon, avec des effets secondaires un peu après niveau fatigue et tout, mais en tout cas, dans le mode où j'étais à ce moment-là, j'étais à fond dedans. Et cette année-là, j'ai battu mon record de chiffre d'affaires. J'ai passé le palier du chiffre d'affaires à 6 chiffres, ce que j'avais jamais fait. Donc c'était quand même, puis j'ai fait énormément de voyages. Enfin bon, c'était super bien. Donc là, encore une fois, je me rappelle très bien au moment où j'avais décidé de travailler avec cette coach. Elle était ce que je considérais à l'époque comme chère. Et donc à chaque fois, moi, quand je vous parle de coaching, c'est plusieurs milliers d'euros, de toute manière. Donc voilà. Donc et ça me paraissait cher aussi parce que c'était littéralement ce qui me restait dans mon compte, quoi. Donc je me sentais, je peux vous dire que je les ai eues les craintes d'être irresponsable et de prendre des risques inconsidérés, etc. Mais encore une fois, je m'étais dit, Marie-Gabrielle, si tu veux obtenir des résultats autres que ceux que tu as maintenant, il va falloir que tu investisses pour faire quelque chose de différent. Sinon, tu vas tourner en rond. Et c'est exactement ça qui s'est passé, quoi. Donc ça m'a vraiment débloquée. Voilà. Bon, tout ça pour dire, je pourrais continuer comme ça longtemps parce que j'ai quasiment toujours eu une coach. Mais je vais surtout maintenant vous dire les 2 fois où j'ai investi de l'argent et où ça n'a pas fonctionné. Franchement, où ça n'a pas donné ce que j'aurais espéré que ça donne. Pour vous dire aussi qu'en fait, c'est pas grave, parce que j'en ai appris des choses d'extrêmement valables et utiles. Donc la première fois, c'était une formation en ligne. Donc là, c'était pas du coaching. C'était une formation en ligne sur le sujet justement du marketing en ligne. Et c'était un truc qui était destiné aux gens en gros comme moi, des coachs, des créatifs, etc. Qui était donné par une coach qui est américaine, super connue sur le web, qui a genre des centaines de milliers de followers, enfin bref, qui a un marketing, entre guillemets à l'américaine, donc hyper puissant, etc. Et donc ça faisait plusieurs années que je la suivais et au bout d'un moment, tu craques, tu as envie d'acheter son produit qui apparemment va tellement résoudre tous tes problèmes. Donc j'ai acheté cette formation, c'était $2000, je me rappelle. Donc j'ai acheté cette formation $2000 et là, donc c'était parce que mon objectif, si vous voulez, c'était à ce moment-là de redévelopper mon activité, mais avec plus un focus sur le coaching en ligne, plus un focus sur l'accompagnement en dehors des entreprises, quoi, si vous voulez. Et donc, j'avais envie d'expérimenter ça. Et je me suis laissée séduire parce que je me suis dit, tiens, pour une fois, je vais essayer de pas faire du coaching. Quelque part, mon impression était que c'était pas très cher par rapport à tout ce que j'allais recevoir. Donc je me disais, c'est un bon deal. Parce que oui, c'est quand même comme ça que nos petits cerveaux ils fonctionnent en fait. Quand on te dit
que pour 2000 € ou 2000 $. Tu as ci, tu as ça, tu as des bonus, tu as des worksheets, tu as des machins et des trucs en plus, et en plus, si tu as un accès à vie et tout ça, ça te convainc. Donc, t'achètes. Donc moi j'ai craqué et alors pleine d'espoir, je me suis épuisée à faire toutes les vidéos, à regarder toutes les vidéos, à faire toutes les worksheets et tout ça. Et en fait ça a pas marché. Et ça a pas marché pourquoi ? C'est pas que le contenu est pas bon, le contenu est très bon. Mais pour moi, ça n'a pas fonctionné parce que et ça je me rends compte maintenant, sur le moment je me rendais pas compte, j'étais juste super dégoûtée et frustrée de moi-même de pas y arriver. J'étais pas frustrée par rapport à elle et son produit, j'étais frustrée de moi, je suis trop nulle parce que j'y arrive pas, alors qu'ils ont dit que si tu faisais tout comme ils ont dit, t'allais super bien y arriver quoi. Donc non, ce qu'il y avait c'est que pour moi, ce qui m'a toujours bloquée, c'est pas les histoires de technique et de faire les exercices et tout ça, c'est des trucs de l'ordre intérieur. C'était des pensées limitantes, c'était mon doute, c'était mes propres freins, c'était le fait que j'hésitais toujours, que je savais pas si je faisais bien l'exercice, etc. Et en fait, quand t'as pas la possibilité d'en parler avec quelqu'un, franchement, c'est compliqué, quoi. En tout cas pour moi. Et donc, mais ça a été une bonne leçon. Parce que je me suis rendu compte de la valeur du coaching et de l'accompagnement en individuel. Et je me suis rendu compte aussi du syndrome de l'objet brillant, entre guillemets. C'est-à-dire que tu vois un truc qui est super bien marketé et tout ça, où il y a beaucoup de bruit autour, machin, et tu vas séduite par ça, et c'est pas forcément un bon critère de décision, quoi. Donc moi j'ai appris, en tout cas ça m'a confirmé que non, moi ce qui me plaît vraiment, c'est le coaching, c'est l'aspect vraiment personnalisé où tu as un rapport one-to-one avec quelqu'un, pas forcément tout le temps, mais en tout cas où tu as la possibilité quand même de temps en temps d'être vraiment accompagné, quoi. Donc c'est pas grave, je veux dire le matériel je l'ai toujours, j'y retourne pas vraiment, mais j'ai décidé de pas m'en vouloir pour ça, que j'avais voulu y croire, j'y avais cru, je m'étais rendu compte que pour moi ça fonctionnait pas, je me suis rendu compte que j'avais déjà cette intuition là pendant longtemps et que j'avais essayé d'aller contre, mais c'est pas grave, maintenant je sais au moins. L'autre fois où ça n'a pas marché, là c'était avec une coach en one-to-one. Et mais là ce qui est intéressant, c'est que j'étais sortie de mon circuit habituel pour trouver mes coachs. C'est-à-dire moi souvent ça passait par des personnes que je connaissais personnellement via mon école de coaching, etc. Ou via la première coach c'était donc pareil via mon réseau quoi. Et là en fait j'ai choisi une coach parce qu'elle était connue. Voilà, j'ose le dire, ça fait un peu superficiel de dire ça, mais en fait, la vérité, c'est que c'est ça. C'est-à-dire que c'était quelqu'un que j'admirais, qui avait beaucoup de gens qui la suivaient sur les réseaux, quelqu'un qui avait commencé par le blogging, en fait, au tout début, qui avait écrit plusieurs bouquins. Et en fait, moi, comme j'avais très envie de faire un truc du genre blogging, etc. Pareil, un petit peu business en ligne et tout. Mais c'était suite, en fait, à ce fameux programme de formation en ligne de 2000 $ qui n'avait pas marché. Je pense que c'est l'année d'après que j'ai pris cette coach-là, vous voyez. Et donc, je me suis dit, allez, j'ai envie de faire comme elle. Elle a réussi à faire ce que moi je veux faire. Donc, voilà, pourquoi pas. Et en fait, ce que j'ai pas bien réfléchi, c'est que cette personne, en fait, faisait du coaching, mais c'est vrai qu'elle n'était pas vraiment coach dans son métier. En fait, elle était en train de se former au coaching. Mais à la base, c'était plutôt quelqu'un c'était plutôt quelqu'un qui aimait écrire, et c'est quelqu'un qui venait, je pense, du milieu de la com ou du marketing, quelque chose comme ça. Mais bon, je me disais, c'est peut-être exactement de ça dont j'ai besoin. Ce qu'il y a, c'est que là, j'étais pour le coup dans une période de grand bouleversement dans ma vie. J'étais très épuisée. C'était après mon divorce, juste après. Donc émotionnellement, c'était assez compliqué pour moi. Physiquement aussi, j'étais très fatiguée. Malgré tout, je voulais avancer dans mon activité, donc voilà. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, le coaching n'incluait pas du tout ces dimensions intérieures-là. Voilà, donc du coup, c'était très orienté action. Fais ci, fais ça, pour la prochaine fois tu fais ça, etc. Sauf que moi, entre-temps, je bloquais et j'arrivais pas
pas à dépasser les blocages et le coaching m'a pas aidé à dépasser ces blocages et ces résistances que j'avais. Et qui avaient tout leur sens compte tenu de à la fois qui j'étais, c'est-à-dire que moi ce qui a été toujours mon challenge, c'était la confiance en soi, etc. Donc mais c'était aussi que j'étais dans un contexte pas évident pour moi de grands changements et l'accompagnement n'a pas pu vraiment traiter cette dimension-là. Donc là, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave, parce que j'ai pas regretté, parce que là aussi, j'avais envie de travailler avec elle. Donc, j'ai travaillé avec elle. Et ce qui est cool, c'est que quelque part, de manière indirecte, ça a renforcé ma confiance en moi et dans mon approche du coaching, parce que je me suis dit, oui, en fait, moi, j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui travaille sur la dimension intérieure, sur la confiance, sur le doute, sur les blocages, sur les résistances, et pas uniquement de se focaliser sur quoi faire et comment faire. En fait, ça, c'est utile, mais c'est pas déterminant. Ce qui est déterminant, c'est vraiment la dimension intérieure. Et ça m'a, quelque part, forgé ma conviction aussi de ce que moi, je veux amener à mes clientes en coaching. Donc, et puis là aussi dans cette deuxième décision, il y avait aussi le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire choisir quelqu'un parce que il a des chiffres impressionnants en termes de que ce soit followers, machin, etc. Et je me suis rendu compte que oui, c'est pas forcément du tout une garantie. Et que au contraire, il faut que je sache de quoi j'ai besoin et puis que j'aille chercher du one-to-one et qu'ensuite j'aille m'assurer de comment la personne travaille. Et maintenant, au moins je sais de ce dont j'ai besoin et ce dont il faut que je m'assure avant de travailler avec quelqu'un. Donc, j'ai pas perdu avec ces expériences, loin de là. Voilà pour un petit résumé de quelques-unes de mes expériences de coaching. Tout ça pour dire aussi que entre tous les coachings que j'ai faits pour moi-même et les formations, puisque j'ai fait une formation de coach et puis donc de master certified coach, donc c'était quand même, c'était très long, et une formation de yoga. Entre ça et les coachings, j'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros depuis donc que j'ai commencé il y a 15 ans à me faire accompagner. Donc, le plus cher là-dedans, clairement, c'était les formations et pas les coachings, finalement, parce que les formations, c'est à chaque fois dans les 10 000 euros. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand je regarde ça, il y a une petite voix en moi qui va dire quand même, c'est fou tout ce que tu as dépensé, etc. Et encore une fois, même maintenant, quand je pense par exemple, moi, je commence à investir, à penser maintenant à ce que je vais investir l'année prochaine pour mon propre développement. Moi, c'est toujours, j'adore faire ça, quoi. Mais j'ai toujours cette petite voix qui me dit, mais quand même, et tout, est-ce que c'est bien raisonnable, machin. Et notamment dans cette notion d'investissement, c'est-à-dire de mettre de l'argent avant de voir le résultat, en fait, au service de quelque chose qu'on veut créer dans le futur. C'est vraiment pas toujours évident. Mais ce que je choisis de penser, et même si vous m'avez déjà entendu dire, les copines qui me connaissent, quand on parle, je leur partage souvent mes propres pensées, quoi, de dire oh là là, j'ai vraiment envie de faire cette formation, mais c'est complètement dingue, avec le budget que c'est et tout ça, mais j'ai quand même envie. Mais quand je me centre et que je m'aligne, et que je regarde tous ces choix que j'ai faits, et cette notion d'investir en moi-même, mais je me dis, j'assume complètement et je ne regrette rien en fait, parce que si je regarde avec chaque coaching d'une manière ou d'une autre, j'ai avancé. Avec chaque coaching, j'ai clarifié ce que je voulais faire. J'ai arrêté de fumer. J'ai développé mon activité de formatrice et coach en entreprise à l'époque. J'ai voyagé. Je me suis fait des amis, mais genre, géniaux, quoi, complètement sur la même longueur d'onde que moi, à travers les formations que j'ai fait en coaching et en yoga. J'ai voyagé, j'ai donné des formations dans des contextes complètement improbables, genre à des Qataris qui portaient des montres en diamant qui étaient plus grosses que mon poignet,
Même au niveau perso, le coaching m'a accompagnée aussi dans les choix que j'ai faits. J'ai osé me marier, j'ai osé ensuite aussi divorcer. J'ai trouvé quelque part et j'ai continué de forger mon but, ma mission. Tous les jours, j'avance un peu plus vers ce que je sais et vraiment ma vocation. Donc, quand je regarde, je me dis, mais heureusement que j'ai fait les décisions, entre guillemets, déraisonnables, celles qui paraissaient folles sur le moment, de à chaque fois investir plusieurs milliers d'euros dans des coachings, quand franchement, en théorie, j'avais pas le budget pour ça. On n'a jamais le budget comme ça, pour ça, en théorie, hein, d'ailleurs, hein, spoiler, on n'a jamais le budget, hein, ça c'est c'est une constante. Et donc, même si, vous voyez, même si on pourrait dire, ouais, bah t'as payé plein de coaching, mais bon, t'es pas arrivé pour autant, quoi. Genre, ça t'a pas empêché de divorcer, ça t'a pas empêché de connaître l'épuisement, ça t'a pas empêché de tout ça. Vous savez, le syndrome qu'on a, moi je l'ai eu aussi, hein, parfois en regardant, par exemple, mes profs de yoga ou quoi, on peut avoir le syndrome de se dire, ah non, mais attends, le coach ou le gourou, il devrait pas avoir de problème dans sa vie, quoi. Le truc classique, t'es prof de yoga, tu devrais être super zen, hein, des trucs comme ça. ou donc ouais, c'est toi, t'es coach et tu divorces, ça craint quoi, tu vois. Ça c'est la petite voix autocritique qui dit ça. Mais en fait c'est l'inverse, c'est-à-dire que en fait ce que j'ai compris, si vous voulez, c'est que investir en soi, la garantie que ça nous procure, c'est la garantie d'apprendre et d'évoluer. C'est pas la garantie d'arriver quelque part. C'est ça l'investissement, c'est le fait d'investir dans le fait d'explorer sa vie, sa vocation, son but, son potentiel. On sera jamais arrivé jusqu'au jour où on meurt de toute manière. Et ça n'empêche pas, je précise ici et j'en parlerai un peu plus tard, d'avoir des attentes de résultats très tangibles et de pouvoir tout à fait raisonnablement attendre des résultats très tangibles de chaque coaching que vous faites. Et ça doit absolument évidemment faire partie du deal. Mais fondamentalement, la garantie d'investir en soi, c'est en fait la garantie d'investir dans son épanouissement et son bonheur maintenant, pas plus tard. Et donc c'est pour ça que même si, comme je vous le partage dans certains posts que j'ai fait et tout, où je vous dis, même par exemple cette année, je vous ai partagé comme cette année, j'ai eu des prises de conscience, des réalisations par rapport à mon passé, de me dire, oh, mais c'est dingue en fait, à quel point je manquais de confiance en moi et tout ça. Mais même si c'était le cas, même si donc j'ai toujours en fait des prises de conscience en fait en permanence qui me permettent de devenir encore meilleure dans ce que je fais que je ne pouvais l'être à l'époque, mais avec chaque investissement, j'ai avancé et en partie ça a consisté à avancer en échouant. C'est-à-dire, vous voyez cette expression anglaise to fail forward, c'est-à-dire qu'on avance en expérimentant et donc aussi en échouant. Donc j'ai avancé à chaque fois que même les formations que j'ai prises et qui n'ont pas marché. À chaque fois, j'ai avancé quand même. Donc c'est ça l'idée d'investir en soi. Alors, je voudrais maintenant que je vous ai parlé de ma propre expérience avec le fait d'investir en moi et de manière, entre guillemets, oui, totalement déraisonnable, et que donc j'ai décidé d'assumer et de revendiquer sans réserve. Les peurs. Pourquoi on a peur, en fait ? Donc ça, je voudrais préciser un truc que j'ai vraiment, vraiment compris maintenant. C'est qu'il faut bien savoir que les peurs, en fait, et le doute sont une étape qui est obligatoire, qui est inhérente au processus de décision. C'est-à-dire que le moment où vous pensez à investir en vous, à travers un coaching, un accompagnement, ce que vous voulez, votre cerveau va vous dire, mais je vous le garantis sur facture, votre cerveau va vous servir une de ces 4 ou 5, entre guillemets, excuses, rationalisation, phrases. C'est trop cher, / j'ai pas le budget, j'ai pas l'argent. J'ai pas le temps, parce que ceci, les enfants sont en vacances, les machins, il y a toujours un truc avec j'ai pas le temps ou j'ai pas assez de temps et donc je pourrais pas bien faire les exercices et donc machin. Donc l'excuse. La peur du temps, de pas avoir le temps. La peur de pas avoir l'argent, le temps,
Et troisième chose, c'est les autres, c'est-à-dire ce que vont en penser les autres. Donc typiquement, mon mari sera pas d'accord, ou mon mari ça va être compliqué de faire passer la décision auprès de mon mari. La quatrième, réflexion que va vous faire votre cerveau aussi, c'est explicitement ou pas, mais c'est je suis pas sûre que ça va marcher. Et donc, et si ça marche pas, quoi. Et si ça marche pas, j'aurais dépensé de cet argent pour rien, etc. Et puis dans mon cas, la petite phrase bonus, c'est donc, comme je vous ai déjà dit, quand on a déjà investi beaucoup, pour vous dire que ça s'arrête jamais, quand on a déjà investi beaucoup, c'est c'est abusé, j'ai déjà investi cette année, puis l'année passée, puis quand même, et puis là, bon. Donc j'en ai déjà beaucoup fait. Mais vous savez, c'est exactement pareil que avec n'importe quelle autre dépense, genre les fringues. C'est-à-dire, on veut s'acheter un nouveau truc, on se dit ouais, mais quand même, t'abuses. Les robes, t'en as déjà acheté 2 cette année, quoi. Pourquoi tu vas encore en acheter une? Ou la paire de pompes. Donc c'est pareil. Ce qui est marrant, ce qui est à noter, c'est que moi, je parle là de peur. Mais quand la peur s'insinue comme ça dans votre cerveau sous l'apparence de ces phrases-là, vous n'avez pas du tout l'impression que c'est une peur. Hein. Vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas là en train de trembler et de vous cacher derrière le canapé. Non, non, non. La sensation que vous avez, c'est d'être quelqu'un de très rationnel et de très raisonnable. Vous dites non, il faut vraiment que je fasse une décision sensé, il faut que j'y réfléchisse, je vais y réfléchir encore. Alors ça c'est le pompon, ça c'est ce qui s'ensuit généralement après ces 4-5 pensées-là. J'ai pas le budget, etc., ou c'est trop cher, ou ça va être trop cher, ou je sais pas, etc. C'est, non mais attends, je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir encore parce que je vais dormir dessus. J'aime bien prendre les décisions à tête reposée, ou je vais en parler à un tel et un tel, savoir ce qu'ils en pensent, genre à mon mari ou machin. Devinez quoi, en général, c'est comme pour la nouvelle robe ou les nouvelles pompes. Votre mari, il trouve pas du tout que c'est une bonne idée. Donc spoiler, c'est pas vraiment la bonne stratégie non plus d'essayer d'aller se valider auprès des autres. Et donc, ce que je veux vous dire ici, c'est que ne vous trompez pas, franchement, ne vous trompez pas, c'est de la résistance au changement. Mais vraiment pure. Mais ça a l'air d'être la pensée la plus rationnelle que vous ayez jamais eue. Et par opposition, l'idée que vous avez d'investir dans telle formation ou dans tel coaching, elle vous semble être l'idée folle. L'idée complètement délire, quoi. Donc, c'est de la résistance au changement. Pure. Ce sont des rationalisations. Ce qu'on appelle des rationalisations, c'est des choses qui ont l'air logiques, mais qui en fait sont des peurs. D'accord ? Ce sont des choses émotionnelles qui se déguisent sous forme de langage pour sembler objectives et rationnelles. Pourquoi ? Parce que le cerveau humain est ainsi fait qu'il cherche à vous protéger. Donc là, c'est le fameux truc de la préhistoire. C'est-à-dire que votre cerveau, son but, c'est que vous restiez à l'abri dans la P-U-T-A-I-N de grotte. D'accord ? La grotte, c'est là où vous êtes maintenant. C'est tout chaud et c'est confortable. Et même si vous y souffrez, parce que vous n'avez pas de perspective et vous vous ennuyez et vous n'avez pas ce que vous voulez, vous n'y arrivez pas et vous tournez en rond, c'est connu. Et aussi, ça coûte pas d'argent. Enfin, apparemment. On va en parler un peu plus tard aussi. Dans les apparences, ça vous coûte pas d'argent de rester dans la grotte. Donc, c'est vachement bien. C'est sécure. Donc, votre cerveau, il veut vous protéger de sortir là dehors où vous pourriez vous faire attaquer par un mammouth. D'accord ? Donc, il va vouloir vous empêcher de bouger en vous proposant toutes ces pensées, tous ces doutes et toutes ces craintes. Et pour savoir que c'est vrai, remarquez simplement comment le fait de vous poser n'importe laquelle de ces questions, genre oui mais comment je vais faire pour avoir le budget, j'ai pas le budget, mais je sais pas si j'ai vraiment le temps, puis je sais pas vraiment quel coach choisir ou quel programme choisir, je sais pas si c'est vraiment bien, machin. Qu'est-ce que ça crée comme résultat si vous avez déjà fait ce cycle entre guillemets plusieurs fois, parce que généralement du coup on prend jamais la décision, mais on y pense et on y repense et on y repense. Donc ça vous garantit quoi si vous regardez comme résultat ? Au final, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous lancez pas, vous décidez pas. Donc vous restez à l'abri du changement, vous restez dans la grotte. Donc CQFD, votre cerveau a gagné.
Ok, il vous a gardé en sécurité, soi-disant. Ce qui se passe, c'est que je veux pas du tout minimiser le fait que ces peurs existent, parce que, en effet, et c'est pour ça que je vous parlais de normaliser le fait d'investir en soi, et c'est pour ça que je fais cet épisode, parce que je trouve que vraiment c'est important, c'est pas encore normalisé dans notre conditionnement, dans notre cerveau, le fait d'investir de l'argent en soi, d'accord ? C'est vrai que investir dans un coaching ou un accompagnement de ce type-là, c'est pas quelque chose qui est tangible, en tout cas pas au même niveau que tout un tas d'autres choses auxquelles on a été, pour le coup, habitué de dépenser ou d'investir. On a été conditionné, on a été habitué, on a pris l'habitude d'investir ou de dépenser notre argent dans des choses qu'on considère, que notre société considère à l'heure d'aujourd'hui, comme sûres. Et souvent, ce qu'on considère comme sûr, c'est ce qui est tangible, c'est-à-dire ce qu'on peut voir, ce qu'on peut toucher, ce qui est matériel. Et donc, on a appris que notre argent devait nous servir à un certain nombre de choses. En premier lieu, il devait servir à nous donner, à nous acquérir de la sécurité matérielle et du confort. D'accord ? Donc, l'argent qu'on investit devrait aller à acheter une maison, à économiser pour sa retraite et à se protéger de tout un tas de risques. Donc, tout ce qui est les assurances, etc. Donc ça, on a moins de peur. Et on est même capable de faire des choses assez irrationnelles en termes d'investissement pour s'acheter ce sentiment de sécurité. Mais parce qu'on est convaincu que si je mets l'argent dans la maison ou si je mets l'argent dans le plan de retraite, je vais vraiment être en sécurité. Ça va vraiment être de l'argent bien investi, ça va vraiment me rapporter quelque chose de tangible. Après, comme l'ont montré la crise de 2008 par exemple aux États-Unis et tout un tas de choses, ça a quand même mis à mal pas mal de ces convictions-là. Mais n'empêche qu'elles restent hyper solidement ancrées dans nos cerveaux. Donc, on a appris que l'argent, c'était bien, c'était sécure de l'investir, donc dans tout ce qui était confort et sécurité matérielle, également dans ce qui était nous divertir. Donc ça peut paraître en fait un peu irrationnel, mais le fait est que on considère que dans la mesure où on travaille, on a besoin dans les moments de congé, on a mérité en fait de se détendre et donc on peut dépenser de l'argent pour partir en vacances, pour vivre des expériences avec sa famille, etc., de détente, de plaisir, etc. Et puis tout ce qui est le divertissement, c'est aussi évidemment la consommation de tout un tas de choses qui nous font plaisir, en tout cas dans l'immédiat. Et donc ça, c'est toute la société dans laquelle on est, quoi, quand même. Ensuite, on a également, et ça de plus en plus, intégré l'idée que dépenser de l'argent pour sa santé physique ou investir de l'argent pour sa santé physique, c'est en effet un bon investissement, d'accord ? Donc on va s'acheter, j'ai discuté une fois l'autre jour avec une d'entre vous qui me disait « c'est marrant, oui, je ne rechigne pas à dépenser de l'argent pour m'acheter les baskets qui vont pas me faire mal aux genoux, mais par contre quand je pense à me payer un coach, ça coince ». Donc on a bien intégré que tout ce qui était lié au corps physique et à entretenir notre corps physique, là ça valait la peine. Et ça je crois aussi que c'est parce que le corps physique on le voit, c'est tangible, on peut le toucher, on peut observer, on a tout un tas d'indicateurs qui nous montrent si on est en bonne santé, en mauvaise santé. Donc on se sent relativement sécure d'investir là-dedans, y compris dans les coachs sportifs par exemple. Et puis, il y a une dernière chose dans laquelle investir est relativement bien accepté et toléré, c'est le fait d'investir dans sa formation, justement dans son éducation. Donc, quelque part, ça, c'est cool. Ça va dans mon sens, c'est-à-dire qu'investir en soi, évidemment, ça inclut les formations.
Pourquoi ? Parce que c'est accepté, parce qu'on est conditionné depuis l'école évidemment à acquérir l'éducation en dehors de nous, à acquérir la formation en dehors de nous. On considère que pour pouvoir y arriver, entre guillemets, dans notre métier, etc., il faut acquérir des connaissances qu'on n'a pas comme ça. Et donc investir dans une formation, même en tant qu'adulte, investir dans un MBA, investir dans une formation de coach, investir dans une formation de prof de yoga, investir dans une formation quelle qu'elle soit, professionnalisante, entre guillemets, une certification, ça, on peut assez facilement lâcher 10 000 euros pour ça, parce qu'encore une fois, c'est extérieur à nous, on pense qu'on a besoin de ça pour y arriver, c'est assez, entre guillemets, on voit ça comme tangible. Et puis, je crois aussi que c'est plus facile pour nous de passer à l'acte là-dessus parce que on est habitué aussi à ce mode-là d'être à l'école et d'apprendre. Il y a quelque chose d'assez, entre guillemets, facile, faut dire ce qui est, parce que c'est plus passif. On s'assoit, entre guillemets, et on écoute le prof et on fait ce qu'on nous demande. Et à la fin, on a notre examen et on a notre diplôme. Donc, il y a quelque chose, ce mode étudiant est quand même gravé en nous et c'est assez connu, donc assez confortable. Donc, on peut voir plus facilement le fait qu'il n'y a pas trop de risques à faire ça. Okay ? Maintenant, quand on pense à investir dans un coaching ou dans un accompagnement, là, on est beaucoup plus dans de l'intangible, a priori. C'est-à-dire qu'on va... D'abord, on est dans de l'intangible, tout simplement parce qu'on l'a jamais fait, on l'a peu fait, on n'a pas été habitué à le faire, ça n'existait même pas jusqu'à il y a relativement récemment, d'accord ? Donc c'est complètement nouveau. Donc il est normal que notre cerveau bug un petit peu et vous dise mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce truc ? Je comprends pas bien exactement en quoi ça va te sécuriser, en quoi ça va t'apporter quelque chose. Et puis aussi parce que le coaching, typiquement, ou les accompagnements thérapeutiques ou autres, de développement personnel, on va dire, on travaille son esprit. Et l'esprit n'est pas tangible. Donc on est dans des niveaux quand même beaucoup plus subtils, même si, très clairement, l'objectif du coaching se mesure toujours, entre autres, par des indicateurs tangibles, mais on a du mal à les envisager au préalable. Et donc, c'est beaucoup plus activateur, entre guillemets, c'est beaucoup plus déclencheur pour les peurs dans notre cerveau. Et donc, le cerveau va beaucoup plus facilement nous sortir ces pensées toutes faites qui nous empêchent d'agir, du style « non, mais de toute façon, t'as pas le temps, t'as pas le budget, t'as pas l'argent, etc. » Alors que pour toutes les choses que j'ai citées avant, on sort des sommes parfois quand elles sont mises bout à bout qui sont extrêmement importantes pour des choses qui ne créent pas forcément notre épanouissement profond, notre satisfaction et notre réalisation personnelle. Donc tout ça pour dire que c'est normal, mais qu'il ne faut pas se tromper et croire à ces pensées-là. Il faut bien les voir pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des rationalisations. Alors maintenant, dernière partie de cet épisode qui est long, c'est comment aborder du coup efficacement et différemment cette décision d'investir en soi. Il faut bien voir que donc, quel que soit l'argument que votre esprit vous sert, soi-disant rationnel, derrière, donc que ce soit l'argent, le temps, etc., je crois que fondamentalement, et c'est bien normal, encore une fois dans le sens où c'est nouveau, c'est inhabituel pour nous et notre cerveau, c'est la peur que ça ne marche pas, tout simplement. C'est la peur de ne pas voir de résultats garantis. C'est la peur de ne pas avoir des résultats tangibles. Donc, au lieu de s'arrêter là, et de se dire, puisque j'ai peur de ne pas avoir des résultats tangibles, je laisse tomber. Moi, je vous propose de juste considérer que ça, c'est une étape dans le raisonnement et d'aller plus loin et de vous dire, ok, puisque si j'ai peur que ça marche pas, ma question, c'est plutôt que de me dire, j'ai trop peur que ça marche pas, c'est de se poser la question, comment est-ce que ça marcherait si ça marchait ? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça marche ? Donc, je vous propose quand vous vous reliez à cette intention, à ce désir, à cette aspiration que vous avez pour vous-même, pour les mois qui viennent, pour l'année qui vient, quand vous vous reliez à ce qui vous frustre, à ce qui vous manque, à ce qui ne vous convient plus aujourd'hui et que vous n'arrivez pas à démêler par vous-même, de vous poser la question, de clarifier quel changement
est-ce que vous souhaitez voir? C'est-à-dire de quel changement est-ce que vous rêvez? À quel changement est-ce que vous aspirez? Qu'est-ce que vous aimeriez créer, ressentir, expérimenter, faire, arriver à faire que actuellement vous n'arrivez pas? Ce serait quoi l'objectif? Ok? Deuxièmement, de vous dire de 0 à 10, à quel point est-ce que je le veux ça? À quel point est-ce que je le désire? Ok? Et si c'est pas un 10 sur 10, demandez-vous pourquoi. D'accord? C'est clair que vous n'allez pas investir pour un truc que vous ne voulez pas vraiment profondément. Et donc le premier step consiste souvent à reconnaître et à oser assumer son propre désir. Ce qui, je vous renvoie à l'épisode d'il y a 2 ou 3 épisodes sur la détermination et le désir, ce qui déjà pour beaucoup d'entre nous, surtout les femmes, oser accepter qu'on ait un désir. Par exemple, moi, quand j'ai fait mon premier coaching, mais je me sentais presque coupable, et on m'a renvoyé autour de moi, ne vous gourrez pas, les gens, ils vont vous renvoyer aussi ces conditionnements-là de, attends, t'as tout ce qu'il faut, quoi, pour être heureuse, et t'es pas contente, il faut que t'ailles faire un coaching, alors que t'as tout réussi et que tout va bien, non mais t'as un problème, quoi. Donc, oser assumer son désir, quoi qu'en pensent les autres, déjà en soi, bon. Et si c'est pas un 10, ça peut être justement des peurs et des doutes qui vous retiennent de pouvoir croire que oui, je peux me créer ça, j'ai envie de me créer ça, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de m'autoriser à y croire, quoi. D'accord? Et ça, vous pouvez l'amener à votre coach, d'ailleurs, ou à la personne que vous envisagez pour votre accompagnement, qui pourra vous aider aussi à assumer votre désir. Mais donc, ensuite, posez-vous la question de, ok, ce changement-là dont je rêve, à quoi est-ce que je saurais si le coaching a marché, en fait, ou l'accompagnement? Et ça, vous l'amenez. Donc, plutôt que de vous dire, et si ça marche pas? Parce qu'en fait, si vous êtes en mode, j'ai peur que ça marche pas, ça va pas marcher, eh ben, devinez quoi, ça va pas marcher. parce que vous vous serez mis en mode, vous allez chercher toutes les preuves pour lesquelles ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher, etc. Alors que, à la place, si vous vous demandez, bon, à quoi est-ce que je saurais que ça a marché? Là, vous définissez un peu plus clairement le résultat que vous voulez créer. Vous clarifiez vos attentes, vous clarifiez ce que vous voulez obtenir. Et ça, c'est important parce que vous devez absolument l'amener à la personne que vous envisagez pour votre accompagnement. Parce que oui, je vous confirme, vous pouvez absolument vous attendre à des résultats tangibles d'un coaching, d'un accompagnement. Bien sûr, heureusement, c'est quand même pour ça qu'on le fait. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose que le coaching peut vous aider à faire à la base, d'ailleurs. Si c'est pas clair, et c'est souvent d'ailleurs ce qu'on fait dans les séances, les premières séances, quoi. Souvent, ce que moi j'appelle les séances découvertes, c'est-à-dire les séances qui sont offertes, c'est là où justement avec le coach vous définissez un petit peu, mais finalement, et le coach peut vous aider à clarifier finalement qu'est-ce que vous voulez vraiment créer comme résultat. Et quel est vraiment le problème, parce que souvent le problème n'est pas ce qu'on croit qu'il est, donc ça c'est très intéressant. Mais bref. Donc, demandez-vous à quoi est-ce que je saurais que ça aura marché. Et de là, vous pouvez entrer dans une conversation constructive avec un coach, voire avec plusieurs, et voir, tiens, comment est-ce que cette personne se propose de m'aider à réaliser ce résultat? Et est-ce que ça me parle? Est-ce que ça m'inspire confiance ou pas? Et de là, vous pouvez faire votre décision. Et donc, de la même manière, mieux vaut faire ça que de rester bloqué à l'étape précédente de oui, mais je sais pas si, mais j'ai pas l'argent, puis je sais pas si ça va marcher, etc. Parce que là, évidemment, c'est pas très productif. Dernière question à vous poser, très très importante, c'est quel est le coût, non pas d'investir, mais de ne pas investir? Quel est le coût de ne rien changer? Ce coût-là, il faut le mesurer, le coût de la stagnation. Donc on peut le mesurer de plein de manières, en termes de bien-être mental, émotionnel, continuer à ne pas voir qu'est-ce qui nous bloque, à continuer à faire les mêmes choses et donc à obtenir les mêmes résultats. Est-ce que vraiment on peut se permettre ça? Est-ce qu'on veut se permettre ça? Ça, c'est une meilleure question quelque part que est-ce que vous pouvez vraiment vous permettre un coaching? C'est qu'en fait, il faut jamais penser cette question-là toute seule. Il faut toujours la mettre en face de quel est le coût de ne rien changer, parce qu'il y a toujours un coût. D'accord? Donc, investir dans son plan de retraite ou dans sa sécurité matérielle, c'est bien, mais ça fait quoi si vous êtes malheureuse?
Ça fait quoi? Si vous n'êtes pas animé par une vision, par un but, par quelque chose qui donne vraiment du sens à votre vie et professionnelle notamment, mais dans toutes les dimensions. Si vos relations, par exemple, souffrent de votre propre frustration, de votre propre insatisfaction, de votre stress, est-ce que vraiment ça n'a pas de coût, ça a un coût immense. Donc il y a un coût qu'on peut mesurer sur la santé, sur l'énergie, mais aussi quelque part de manière très tangible sur l'argent qu'on gagne au final. Parce que l'argent qu'on crée à travers notre activité, notre boulot, etc., est souvent le résultat de l'état d'esprit dans lequel on est. Et si on est bloqué, coincé, etc., en général, ça se traduit dans la dimension financière également. Donc attention justement de bien mettre ça en face de la ligne d'investissement. C'est qu'est-ce que ça peut coûter de ne rien changer. En complément à ça, c'est aussi de bien se souvenir que la notion même d'investissement, c'est-à-dire qu'on investit toujours au bénéfice de quelque chose. L'idée, c'est que vous récupériez votre investissement. C'est pour ça que c'est pas une dépense, c'est un investissement. Et donc, en tout cas, moi, c'est vraiment ce que je peux vous partager en toute intégrité, franchement, en assumant 100% ce que je dis par rapport à tout ce que j'ai investi dans ce que j'ai fait depuis 15 ans, quoi. C'est que, ça, je l'ai vérifié pour moi, on ne peut pas progresser sans changer quelque chose, et notamment sans investir en soi, que ce soit du temps, de l'argent, de l'attention, un certain effort, une certaine discipline, etc. Et les entreprises, elles comprennent ça naturellement, le concept d'investissement. C'est-à-dire, je mets de l'argent maintenant pour pouvoir réaliser ma vision. Autrement, je n'en ai pas les moyens. Donc, j'investis en payant mes employés, j'investis pour développer mes produits, j'investis pour faire connaître mon produit, etc. Les entreprises, elles empruntent même de l'argent sans aucun problème. Alors qu'ils n'ont aucune garantie, on pourrait dire à la base que ça va marcher ou pas. Les fameuses levées de fonds des startups, qui d'ailleurs sont vues très positivement dans notre culture aujourd'hui, hein, c'est intéressant. Je sais pas si c'est parce qu'elles sont menées par des hommes et que donc il y a moins de complexes par rapport à ça, j'en sais rien. Mais dans l'entreprise, si vous dans un contexte entrepreneurial, on comprend qu'investir, ça permet de faire maintenant et bien ou mieux ce qu'on ne saurait pas faire tout seul ou alors en beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps. Donc, je crois qu'on est à un point aujourd'hui dans notre évolution humaine où il s'agit de comprendre que, étant donné que la société matérialiste est quand même gentiment en train de s'effondrer, la société industrielle, elle est déjà, mal barrée. Enfin, c'est de l'ordre du passé, quoi. Aujourd'hui, c'est d'investir en soi, le nouveau. Avant, on investissait dans des machines, dans les usines. Maintenant, on investit en soi, quoi. On est son propre instrument. En fait, un coaching ou un accompagnement, c'est quelqu'un qu'on paye pour développer notre instrument. Notre instrument, c'est nous-mêmes, notre esprit, notre capacité à avoir de la perspective, à faire les choses qu'on a envie de faire, à dépasser ses blocages, etc., à dépasser ces dilemmes qui font qu'on tourne en rond. Et donc, d'arriver beaucoup plus rapidement à quelque chose que sinon, on n'arrivera peut-être jamais à créer ou à avoir. Voilà, donc pour conclure, je vous dirais que vraiment la peur d'investir en soi maintenant, tout simplement, c'est la peur de prendre un risque, le risque de penser que c'est possible, que peut-être que oui, on peut se créer une réalité qui est meilleure, qui est différente. Peut-être qu'on peut avoir ce qu'on désire, alors que là, on n'y arrive pas du tout tout seul. Donc c'est un acte de confiance, et on revient toujours à la confiance, c'est qu'au final, c'est un acte assez radical de confiance envers soi-même, avant d'être une confiance envers la personne que vous allez choisir pour vous accompagner. C'est un acte de confiance envers soi-même, de se dire « j'ose assumer mon désir que oui, je peux créer quelque chose de différent et je vais essayer de le faire. Je vais essayer de le faire alors que j'ai pas forcément de garantie à la base. » Et bien que, comme je vous ai dit, il y a plein de manières dont on peut absolument, et dont le travail en lui-même permet de clarifier les attentes et les délivrables et les tangibles. Mais à la base, on se fait cette confiance de se dire « allez, je fais le pas d'envisager quelque chose de différent. »
Donc, c'est un vrai défi par rapport aux normes qu'on a intériorisées sur comment on devrait investir son argent ou dépenser son argent et le fait que c'est pas raisonnable de dépenser son argent comme ça. Donc, vous l'aurez compris, je pense, comme je vous disais, que tout le monde devrait avoir un bon coach et que ce rôle de s'autoriser à travailler avec quelqu'un pour construire en fait sa confiance en soi, c'est absolument essentiel et pour vous aider pour s'aider soi-même à réaliser tout ce qu'on veut réaliser. Parce que l'autre illusion, c'est qu'on peut y arriver tout seul, évidemment, qui est complètement erronée. Voilà, donc j'ai envie vraiment de vous dire, osez. L'année prochaine, faites-vous confiance, décidez d'investir votre argent en vous et pas en quelque chose d'extérieur. Et franchement, je vous dis, évidemment, je suis coach mais je m'en fous avec qui vous travaillez, mais vraiment, faites-le, quoi. S'il y a quelque chose qui vous taraude et que vous avez envie de vous faire accompagner, mais que vous vous interdisez, vous vous limitez, vous osez pas, vraiment essayez de shifter ça pour cette année, l'année prochaine, et osez investir en vous. Voilà. Voilà pour cet épisode. Je vais vous souhaiter une très très bonne semaine. Je voudrais bien que vous veniez me dire si vous faites des plans d'investissement et quelles sont les réflexions que cet épisode aura créées pour vous. Alors moi, évidemment, je vous propose de vous accompagner. Alors je vais vous faire quand même mon pitch. On s'entend, mais particulièrement, je veux vous dire que si vous êtes dans une situation où vous vous dites « je suis bloquée, je suis insatisfaite, je suis stressée au niveau pro, je veux jouer plus grand, je veux trouver et exprimer ma voix, je veux développer mon activité, je veux arriver à trouver cette clarté, cette inspiration, cette confiance pour faire décoller mon activité », moi, me propose de vous accompagner chaque semaine pendant 6 mois pour bosser vraiment votre confiance en vous, votre vision et permettre le passage à l'acte inspiré et juste et puissant pour vous. Ça commence par une séance découverte qu'on fait en visio. Vous pouvez la réserver via le calendrier que je vais vous mettre dans le lien de cet épisode et évidemment que vous trouvez aussi dans les liens de ma bio. En tout cas, ne vous abandonnez pas, n'abandonnez pas vos rêves et vos ambitions. Investissez en vous parce que vous le valez bien. Je vous souhaite une super semaine et à bientôt. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et maintenant, venez, on discute sur mon compte Instagram, Conscious Woman Coaching, ou sur ma page Facebook, Marie-Gabrielle Amadieu. Qu'est-ce que vous retiendrez de cet épisode ? Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le en l'envoyant à vos sœurs, vos cousines, vos potes, vos filles et vos mamans. Donnez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast et abonnez-vous pour suivre tous les prochains épisodes gratuitement.